Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des débats de l'APS. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique géopolitique. On va axer notre débat sur les soubresauts que connaît notre région arabo-musulmane, mais aussi sur des problématiques beaucoup plus globales et des arrière-plans souvent méconnus qui sous-tendent ces soubresauts, ces convulsions, ces problèmes, ces révoltes. J'ai le grand plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Monsieur Michel Rimbaud. Monsieur Rimbaud, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Rimbaud, vous êtes ancien diplomate français, vous avez été en poste dans plusieurs pays, mais aussi ambassadeur de votre pays au Soudan, en Mauritanie et au Zimbabwe. C'est dire que vous êtes à cheval entre les problématiques africaines et les problématiques arabes. Vous avez publié en 2015 chez Ellipse un ouvrage, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, un ouvrage qui décrypte les convulsions du monde arabo-musulman face à la stratégie impériale de l'Occident. Merci de nous accorder cet entretien et merci de nous donner un peu de votre temps. Vous avez été professeur de mathématiques. Procédons donc méthodologiquement. Définissons l'objet de votre étude. Qu'est-ce que le Grand Moyen-Orient ? Avant de répondre, je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau et je remercie l'APS de me donner l'occasion de m'exprimer sur des sujets qui me sont chers et donc notamment sur cet ouvrage qui vient d'être publié à Ellipse en 2015, comme vous l'avez dit, et je m'efforçais de répondre à vos questions. Alors d'abord, effectivement, il y a la question du titre de l'ouvrage. On me demande souvent pourquoi le Grand Moyen-Orient, puisque je crois, le Grand Moyen-Orient, en fait, c'est un concept géopolitique que j'attribue avec un clin d'œil un peu ironique à George Bush. C'était cette immense partie de la planète, qui est le monde arabe et le monde musulman globalement, qui a été extensible au gré des pulsions de George Bush et des néoconservateurs américains. Au gré des crises, mais qui en fait, dans sa plus grande extension, va de la Mauritanie jusqu'aux Philippines, jusqu'aux confins de la Chine, les Philippines, l'Indonésie, Bornéo pratiquement. Mindanao. Et, oui, c'est ça, Mindanao. Et qui va en latitude, qui va quasiment de Moscou, de la Russie centrale, en passant par le Caucase, l'Asie centrale, jusqu'à l'équateur. Enfin, finalement, c'est partout là où il y a des revendications, par exemple de Daesh, l'organisation du califat État islamique. Alors ça, le Grand Moyen-Orient de George Bush, c'est un concept géopolitique. Alors comme je dis toujours, quelquefois, pour préciser ma pensée, c'est au Moyen-Orient classique, qui comporte les pays du Levant, la Turquie et l'Irak, on ne met même pas la péninsule arabe souvent, même pas l'Égypte quelquefois, mais disons c'est le Grand Moyen-Orient classique. Mais le Grand Moyen-Orient est au Moyen-Orient géographique stricto sensu, ce que par exemple le Grand Paris est à l'île de la Cité en gros, ou bien ce que les États-Unis d'Amérique sont aux 13 colonies micro-États, 13 colonies fondatrices. Voilà, c'est ça. Le Grand Moyen-Orient, en tant qu'un concept géopolitique, a été inventé en fait par les néoconservateurs américains. Alors je pourrais parler des heures et des heures, je ne le ferai pas, sur les néoconservateurs américains, parce que je pense qu'ils sont au cœur de la compréhension des problèmes tels que je les vois, y compris de la problématique du monde arabo-musulman. Actuellement, ce qui lui arrive. Pour moi, les printemps arabes, ou là, je mets toujours de gros guillemets, je ne le dirai pas toujours, ou les révolutions arabes, ou les soulèvements arabes, peu importe, les bouleversements, disons, qui affectent le monde arabe et le monde musulman, ils n'ont pas commencé en 2010-2011. Pour moi, ils sont dans les esprits des stratèges néoconservateurs américains, au moins depuis les années 80, au temps de Reagan, le triomphe du libéralisme, du capitalisme sauvage, quand Mme Thatcher est en Grande-Bretagne, c'est ça. C'est là que naît en fait le courant néoconservateur, idéologiquement parlant, même si toutes les racines religieuses en sont prêtes depuis. Et il va trouver sa pleine expression, disons, c'est pas pendant les 10 dernières années de la guerre froide, parce que c'est pas pratique. Il y a l'Union soviétique qui barre la route à, disons, à l'impérialisme américain ou à l'empire américain, mais à partir de 1991, chute de l'Union soviétique. Bon, et c'est pas le hasard, c'est là que commencent vraiment les grands malheurs du monde, tels qu'on les connaît, qu'on va les connaître dans les printemps arabes, mais ça commence dès 1991. Le harcèlement du Soudan, la première guerre d'Irak, mais aussi d'autres événements, une guerre d'Afghanistan, les guerres de Somalie qui vont couper la Somalie en 4 ou 5, et ainsi de suite. Et je crois qu'il y en aurait d'autres. Puis après, il y a les événements du 11 septembre 2001, avec des menaces sur beaucoup d'autres États, en visant l'Iran, etc. Bon.
et la Libye, la Syrie, et les événements du 11 septembre vont donner à George Bush et aux néoconservateurs américains une occasion en or de lancer une guerre contre le terrorisme et de demander à la planète entière de s'unir auprès des États-Unis d'Amérique, sinon ils seront considérés comme des États voyous, comme des ennemis de la sécurité mondiale. Donc c'est ça. Donc, le terrorisme tel qu'il est défini actuellement par les Américains n'est qu'un alibi en fin de compte. C'est un alibi. C'est d'abord une création, il ne faut pas l'oublier. Toutes les organisations terroristes qui existent maintenant, à savoir, je ne citerai que les deux principales, sans compter les centaines de groupuscules, Al-Qaïda et Daesh, qui ont d'ailleurs une parenté entre eux, bien évidemment, et tous les deux ont une parenté eux-mêmes avec, pour ne pas les États-Unis d'Amérique, pour lutter contre le communisme, l'URSS en Afghanistan, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Ce sont les trois États parrains, disons, de la fondation de Al-Qaïda pendant l'intervention soviétique en Afghanistan. Alors, après, quand les soviétiques se retirent d'Afghanistan, on est très proche de la chute de l'URSS, donc c'est un ou 2 ans après que ça va arriver, avec Gorbatchev, qui veut beaucoup plaire à l'Occident, plus que plaire à son pays, et qui va brader finalement l'Union soviétique. C'est lui le responsable, en fait, c'est l'autodestruction de l'Union soviétique et du Baku. Et c'est là que ça va donner le champ libre. La guerre froide était un monde bipolaire, Est-Ouest, et avec des guerres par procuration. Après 1980, ça va être un monde unipolaire. Bon, donc le moment unipolaire américain. Mais j'estime, moi, que ce monde, il a pris fin en 2011, je dirais pourquoi, si vous voulez, quelque part entre mars 2011, la résolution 1973 sur la Libye, et celle sur la Syrie en octobre, sur les c'est la première demandant des sanctions contre Bachar el-Assad, etc. La première des résolutions où il y a un double veto chinois, sino-russe. Et je pense que ça, c'est la fin, ça marque symboliquement la fin de l'hégémonie américaine, c'est-à-dire que les États-Unis sont obligés de reculer, globalement, c'est-à-dire de renoncer à une intervention. Et de négocier avec les Américains et les Chinois. Et ils vont être obligés de négocier avec les Américains et les Chinois et de tenir compte d'une révolution, d'un gouvernement qui résiste en Syrie, soutenu par ce que j'appelle le mouvement national arabe, c'est-à-dire des pays comme l'Algérie, par exemple, en font partie, puis d'autres, le Hezbollah libanais, mettons, il y a l'Iran, avec le front de la résistance, et puis la Russie, la Chine, et les BRICS, donc les 5 pays, Chine, Inde, Russie, Brésil et Afrique du Sud, et puis l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc tout ça contre l'Empire Atlantique. L'Empire Atlantique, pour moi, et ses alliés, bien évidemment. Zbigniew Brzezinski, l'ancien conseiller du président Carter, a écrit un article très intéressant dans une revue américaine, The American Interest, en avril 2016, où il parle justement d'une stratégie que doit adopter Washington en direction des pays arabo-musulmans, une stratégie qui relève de la théorie de l'éveil démocratique pour semer le chaos dans la région. Alors, le réveil démocratique mondial, c'est une ressucée, si on peut dire, de l'opération, la démocratisation du Grand Moyen-Orient par George Bush. Il faut savoir que Brzezinski, non seulement était le conseiller de Carter depuis le temps de ses vieux, c'est donc avant les années 80, mais il a susurré à l'oreille, pas des chevaux, mais à l'oreille de tous les chefs d'État américains depuis ce temps-là, et il a conseillé Obama. Il a écrit ça maintenant, la nouvelle doctrine de Brzezinski. Effectivement, le réveil démocratique mondial, ça veut dire qu'il se tient toujours au principe qu'il faut démocratiser par la force le Moyen-Orient. Pour y instaurer le chaos sur le Moyen-Orient, il s'agit de ça, des pays arabes et des pays musulmans, en y instaurant le chaos. Et il préconise en plus que cette opération-là, il faut y associer la Russie, la Chine et le plus de partenaires régionaux possibles pour les mettre en conflit leurs intérêts, augmenter le chaos et, disons, favoriser la dissolution de tous les pactes, notamment entre la Russie et la Chine. Et qu'il faut semer l'ordre et le chaos dans toute cette région. Donc on revient ici à la double stratégie et de Condoleezza Rice, qui parle de chaos constructif, et du propos d'Albright, lorsqu'elle était ambassadrice de son pays aux Nations Unies, lorsqu'elle a parlé de la stratégie de l'État fou. De l'État fou, oui, absolument. Alors, oui, la théorie du chaos constructeur ou du chaos innovateur, donc comme quoi il faut, pour les États-Unis, il est impératif donc, de contrôler, c'est une région, une stratégie inspirée par la géopolitique. Vous avez le Heartland, le cœur de l'humanité habitée, les îles périphériques et les empires de la mer, oui c'est ça, Mackinder. Et puis au milieu, le Rimland, qui en bonne partie est constitué de pays arabes et de pays musulmans, la ceinture verte musulmane. Donc,
qui doit être finalement contrôlé si on veut contrôler la Russie et la Chine, Russie, ce qui tout à correspondait aux États communistes pendant un moment, et aux deux principaux adversaires de l'Occident pour l'instant, et des États-Unis. Donc la géopolitique fait bien les choses. Donc contrôler le monde arabo-musulman, loin d'être, disons, une zone qui est du passé ou sur laquelle il faudrait plutôt se repivoter vers l'Asie, certes se repivoter vers l'Asie, mais ça n'empêche pas, Brzezinski le dit, il faut maintenir la présence et augmenter la présence dans le Grand Moyen-Orient et la pression, et y instaurer le chaos et le désordre. À défaut d'y avoir des alliés qui soient fidèles, complaisants et sûrs et puissants, comme l'Iran du Shah, jadis, mais existe, la royauté irakienne, avant Saddam Hussein, la Turquie, membre de l'OTAN, Israël, un pilier indéfectible. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Égypte, pendant longtemps, a été un allié, pas toujours, mais depuis Sadat, c'était un allié, avec Moubarak, etc. Ce sont néanmoins, quand ils ne deviennent pas sûrs, eh bien, on les laisse tomber. Il y a l'Iran qui était devenu tout d'un coup d'un État, d'un pilier, le gendarme de la région, il devient tout d'un coup un État suprêmement hostile. Alors donc tous les alliés de l'Amérique sont un peu des alliés qui sont devenus des ennemis tout d'un coup. Alors on essaie de se rabibocher, de maintenir les alliances, mais c'est pas sûr. Et donc je pense que les États-Unis préfèrent, plutôt que de s'échiner à maintenir l'ordre et le chaos dans des pays souvent qui sont hostiles ou ainsi de suite, il faut les diviser pour régner sur une base confessionnelle et ethnique, en petits États, pour les affaiblir, pour pouvoir, disons, maintenir la domination géostratégique de la région, contrôler les ressources pétrolières et gazières et assurer la suprématie d'Israël dans la région. Michel Rimbaud, justement, est-ce qu'on n'est pas là carrément dans le plan, la stratégie Oded-Yinon de 82? Absolument, vous l'avez dit. Le plan Oded-Yinon est le précurseur, c'est la carte qui est cette carte, c'est la première des cartes de géopolitique qui montre ce que dans l'esprit des néoconservateurs, disons, serait un Moyen-Orient démocratisé. Alors on y voit, par exemple, l'Irak déjà divisé en trois zones. Alors c'est déjà une division chaotique, puisque ça n'est ni religieux ni ethnique, mais c'est un panaché des deux. Les Kurdes, les chiites et les sunnites. Les Kurdes sunnites, non arabes, donc, etc. Oui, c'est ça. Donc c'est déjà la Syrie, vous connaissez aussi bien que moi, démembrée, le Liban, l'Arabie, mais on voit également les tentatives de démantèlement de l'Iran, parce qu'on essaie de lui piquer le Kurdistan. On voit la Turquie démembrée, M. Erdogan devrait le voir, parce que le Kurdistan, l'Arabie Saoudite divisée en 4 ou 5, un État des lieux saints, gouverné par un organisme islamique, type Vatican islamique, mais qui ne serait plus sous souveraineté de l'Arabie Saoudite, dirigé par une espèce de collectivité musulmane, sunnite, chiite, de toutes les confessions musulmanes. Oui. Un bout qui irait au Yémen, un autre bout qui irait à l'Irak, le croupion d'État d'Irak chiite, l'autre qui irait à la Jordanie, l'autre qui serait restitué au Yémen, et ainsi de suite. Et l'autre qui irait, je crois, Et puis il y aurait la trace archéologique de l'Arabie Saoudite, le Nejd. Autour de Riyad. Autour de Riyad. Alors tout ça, c'est dans la carte d'Oded-Yinon qui n'a rien du tout de conspiration ni de conspirationniste, puisque vous la trouvez sur n'importe quel ordinateur, vous cliquez Oded-Yinon et la carte vous sort, tout simplement. Ce que je dis toujours à ceux qui disent « Ah bon, vous voyez ?» Ben non, c'est pas vous croyez, je suis sûr. Et le nombre de déclarations. Par exemple, je disais tout à l'heure que, par exemple, cette carte d'Oded-Yinon, c'est la carte des néoconservateurs. Oded-Yinon était un expert du gouvernement israélien, mais il travaillait aussi pour le gouvernement américain. Il y a une telle symbiose entre les néoconservateurs israéliens et les néoconservateurs américains sur la base d'un double messianisme qui est juif d'un côté et chrétien protestant de l'autre, qu'ils n'ont pas besoin il n'y a pas un chef et un sous-chef. Une symbiose. Une symbiose. Et tous les États, comme je dis toujours, parce que c'est un de mes dadas, si je puis dire, sans murmurer à l'oreille des chevaux, c'est un de mes dadas, le pouvoir néoconservateur, donc ça lie tous les secteurs de la société, des finances, les économies, les médias, les militaires, les judiciaires, les médias, les intellectuels, les religieux, l'appareil onusien, moi je dis le prix Nobel de la paix, des sciences, c'est une façon, un web, disons, néoconservateur, c'est ça ce qu'on appelle l'état profond, le complexe militaro-industriel que condamnait, disons, Eisenhower à son époque. Oui, à son époque. Il y avait également, comment il s'appelait, le think tank collectif, c'est Obama qui le condamne, qui dit « j'ai été les victimes des présidents américains sur les otages ». Et l'état profond, en fait, on utilise beaucoup l'expression maintenant, ça recouvre toute cette nébuleuse, cette toile d'araignée qui enserre le monde. Il y a des pouvoirs néoconservateurs, pas seulement aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons, mais également dans tous les pays européens, et en Israël, bien évidemment, c'est l'autre pilier du néoconservatisme, mais aussi en Turquie, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, dans les BRICS et dans tous les pays de
la planète. Partout. Au Brésil, le coup d'État constitutionnel contre Dilma Rousseff, et avec leurs bras religieux, une des églises d'éveil, donc les églises évangélistes. C'est vrai ça. De même, vous avez actuellement un coup au Venezuela contre le président. Il y a eu contre Chavez, maintenant il y a contre Maduro, tentative de le mettre en examen, comme on a fait pour Dilma Rousseff et Lula. Bon, en Russie, je crois qu'ils attendent une occasion. En Chine, partout, il y a des grands néoconservateurs. Donc ça, c'est la nébuleuse. Pour moi, on ne comprend pas le monde si on ne comprend pas donc ceci dont nous parlons actuellement. Justement, si on part d'une lecture profane de tous ces conflits, pour reprendre une grille de lecture de George Corn, oui. Sommes-nous dans une polarisation entre l'Occident, donc l'Empire en tant que tel, civilisé ou prétendument civilisé, et le reste du monde, une grande banlieue semi-voyou, sauvage, paria. Est-ce qu'on est justement dans ce schéma? Non, on n'est pas dans ce schéma-là. La conception de l'Occident divise l'humanité, effectivement, dans un centre civilisé, des zones de non-droit, des banlieues plus ou moins sauvages, puis des zones intermédiaires qui oscillent entre les deux, mais qui peuvent basculer facilement, disons, des zones hostiles à des zones qui vont virer des États. On traite la Russie actuelle, même comme qui est en train de redevenir une superpuissance, qui a peut-être plus que la parité militaire actuellement, et technologique, on la traite comme un État voyou. Là, avec tout le banc et l'arrière-ban de la communauté internationale, elle est traitée avec sanctionnée, punie, elle est menacée, même si elle est invulnérable pratiquement, mais elle est menacée comme un État voyou. Mais ça, c'est la conception de l'Occident. Je pense que si on voit la réalité, d'un côté, vous avez, comme vous dites, l'Empire atlantique, mais ça, je partage tout à fait ce concept, et d'autre part, il y a tous ces alliés dans le monde arabe, dans le monde musulman, et Dieu sait s'il en a. Pas seulement des fractions de la société et du pouvoir, mais quelquefois des gouvernements entiers. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, le Conseil de coopération du Golfe, mais d'autres États, puis d'autres qui hésitent. Vous avez un type comme El-Sisi en Égypte, qui est en train de virer sa cutie, je dirais. Il est très lié à l'Arabie saoudite, à l'Amérique, mais il est en train de se dégager de cette emprise pour essayer de rejoindre, comme on dit, le mouvement national arabe. Pour moi, le mouvement national arabe, c'est la Syrie, c'est un pays comme l'Algérie, c'est peut-être le Hezbollah libanais, puis peut-être comme la Tunisie, telle qu'elle vire actuellement. Oui. Bon. Et puis les autres, c'est des pays, donc des pays arabes, des pays musulmans, puis des pays divers dans la planète. Donc il y a ça contre l'Empire atlantique et ses alliés et complices, et l'État d'Israël, bien sûr. Et puis les autres États, donc comme je dis, le mouvement national arabe, avec la Syrie, l'Algérie notamment, mais la Tunisie et d'autres, peut-être le mouvement national yéménite, le mouvement national libanais, le Hezbollah, etc. L'Iran est le front de la résistance, qui inclut les pays arabes, et puis plus l'Iran et quelques autres États. Et puis la Russie, la Chine, les BRICS, donc les fameux BRICS, les 5 pays, et puis l'Organisation de coopération de Shanghai. Justement, on est clairement dans une configuration un peu plus multipolaire que le moment unipolaire américain. On est à la confluence de 3 grandes stratégies, donc la stratégie américano-atlantiste, donc avec son grand Moyen-Orient, pour déstructurer toute cette ceinture islamique. On a le bloc eurasiatique, cher à Vladimir Poutine, et on a la route de la soie chinoise. On est justement dans un moment de grande tension entre ces 3 conceptions du monde. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de tension entre la Russie et la Chine actuellement. Il y a une grande nouveauté qui est la coopération stratégique entre les deux pays. Je pense qu'entre la vision de Vladimir Poutine, avec notamment un réseau d'organisations post-soviétiques, comme l'Union eurasiatique notamment, l'organisation du traité de sécurité collective de Tachkent, la communauté des États indépendants essaie de reconstituer l'Union soviétique sur de nouvelles bases. Mais l'Union eurasiatique, c'est tous les pays d'Asie centrale à peu près, mais plus la Biélorussie, l'Arménie, des États de facto en Caucase. Et puis il avait essayé avec l'Ukraine, sur laquelle il n'a pas renoncé à reconquérir. Bon. Ça, c'est une nouvelle, enfin, c'est l'Extrême-Orient, disons quand même, la Russie eurasiatique. Et puis, les routes de la soie, effectivement, ça, c'est l'équivalent du Grand Moyen-Orient vu de Pékin. Pour moi, les routes de la soie, si vous prenez dans son extension géographique, c'est l'équivalent du Grand Moyen-Orient de George Bush, mais vu de Pékin. Donc, de Shanghai à la Méditerranée, à l'Atlantique, en englobant l'Afrique. C'est exactement le Grand Moyen-Orient de George Bush. Oui, il y a plein de gens qui ne pensent pas à ça, mais je crois qu'il faut voir ça comme ça. Pour moi, c'est évident.
Et donc, mais entre la Russie et la Chine, il y a une nouveauté, il n'y a pas de confrontation, il y a une coopération au contraire stratégique, militaire, politique, avec l'Inde, avec le Brésil, l'Afrique du Sud, qui est une nouveauté, même à l'époque communiste. La lune de miel entre Moscou et Pékin avait duré quelques années, et puis avant, la Chine, après, avait joué, sous des prétextes idéologiques, disons, le rôle d'un perturbateur dans le bloc bipolaire. Mais je dis qu'en 2011, ça a été la fin du monde unipolaire américain, c'est-à-dire de la toute-puissance américaine. La Russie et la Chine se réveillent, c'est la Russie de Poutine qui se réveille, mais ça se traduit seulement l'année 2011, parce que en mars 2011, vous avez la résolution sur la Libye, où la Russie et la Chine s'abstiennent, mais ne mettent pas de veto. Oui. Et en octobre, sur la Syrie, elles refusent de signer, elles mettent un veto. Donc blocage. Et après, le premier des 4 ou 5 vétos sino-russes. Donc après, qui sera toujours suivi des faits. Oui. Et les Occidentaux vont petit à petit, au début, ils vont penser que c'est une erreur, mais non, et globalement, ils vont devoir se faire à l'idée que la Russie et la Chine ne rejoindront pas leur communauté internationale. Et à 3, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et bon. Alors, je pense qu'il faut ajouter quand même que dans le bloc occidental, le bloc atlantique, je parle de l'idéologie néoconservatrice, l'entreprise au fond, le but n'est certainement pas la démocratie ou les droits de l'homme, mais c'est de casser, de détruire le monde arabe, le monde musulman, comme le dit M. Brzezinski, comme le disent ouvertement tous les stratèges américains. Des richesses pétrolières. Les richesses pétrolières et gazières, la solution stratégique, empêcher ce monde de s'unir, donc il faut le diviser, et le réduire pour assurer aussi la suprématie d'Israël dans la région. Le pétrole, le gaz, la position stratégique. L'empêcher de la division, empêcher le monde arabo-musulman de s'unir et empêcher la Russie et la Chine d'établir une coopération solide. Il faut essayer de briser cette union. Éviter, comme le dit, à tout prix que la Chine et la Russie se ressoudent idéologiquement. Alors, je crois qu'il y a aussi toutes ces entreprises de démolition et de destruction du monde arabe et du monde musulman ne pourraient pas se dérouler s'il n'y avait pas cette alliance avec les islamistes. Quand je dis les islamistes, ce n'est pas les musulmans. Oui. C'est le mouvement évidemment islamiste radical. L'islam politique. L'islam politique radical, qui est en fait que j'appelle maintenant djihadisme, mais plutôt terroriste en fait. Oui. Hein. Donc Daesh, Al-Qaïda et tous les centaines de groupes islamistes qui sont en Libye, par exemple, où il y a 5 gouvernements et 2 assemblées nationales, des centaines de milices de conseils. En Irak, que vous savez, en Syrie, comme vous savez aussi, bon, et tout ça, et ailleurs, en Tunisie et dans d'autres pays. Alors, et il y a quand même, il y a une unité de vue quand même. On dit que c'est une coalition contre nature. En Occident, on dit souvent ça, mais l'Occident, c'est pas possible, vous dites ça, mais c'est des bêtises. Mais ce ne sont pas des bêtises. Oui. C'est pas du tout une alliance contre nature, c'est une alliance, au contraire, profondément naturelle, puisque le but des pays occidentaux, pour les raisons que nous venons de dire, il faut détruire et démolir et démanteler les États, notamment ceux qui ont des États-nations, ceux qui ont une forte identité historique, les républiques, voilà, les régimes nationalistes, laïques, contestataires de l'ordre établi, il faut les détruire. Les monarchies n'ont jamais été atteintes, enfin pas sensiblement. Le Maroc, on pourra en reparler séparément. Mais les autres ont échappé et ont espéré échapper jusqu'à présent. La seule révolution s'était engagée au Yémen. On n'a jamais critiqué l'Arabie Saoudite en Occident, ni au Bahreïn, par exemple. Bon. Mais, disons, du côté des islamistes, il y a la même vision. On veut également déconstruire les mêmes États-nations, puisque les États-nations sont l'ennemi de la conception islamiste de la Oumma. Hein. Donc, comme on dit, les États-nations contre la Oumma, et donc on veut déconstruire ces États pour créer des émirats islamistes avec la perspective à moyen ou à long terme d'un califat ou d'un État islamique. M. Erdogan est l'un de ceux qui brigue ce califat islamique. Très brièvement, la toute dernière question, Michel Rimbaud. Il y a des résistances. La Syrie est actuellement un épicentre de cette résistance. Pensez-vous que notre pays, l'Algérie, puisse jouer justement un rôle dans cette stratégie de contre-choc ? Bien sûr, l'Algérie joue un rôle éminent parce que l'Algérie a été aux premières lignes de tous les opérations de démolition et de destruction du monde arabe et du monde musulman. Je pense que l'expérience de la sale guerre, disons, de la décennie entre 1989, disons, et puis de 1998-99, ces 10 ans de guerre, c'était quand même, l'Algérie a fait l'expérience des mouvements islamiques, avec probablement, enfin, puisque les alliés, enfin, depuis déjà des organisations islamistes radicales et terroristes étaient les États-Unis et l'Occident, enfin les États-Unis. Donc même si la main de l'Occident n'est pas très très visible alors, parce qu'on est dans une autre, enfin pas en Algérie, parce qu'il y a trop d'intérêts occidentaux, mais quand même, il y a bien cette alliance qui existe déjà, et c'est bien les mouvements islamistes, le gouvernement algérien, c'est quelque chose. La Syrie a résisté. C'est ça l'élément de blocage. À partir de 2011,
Bachar el-Assad est un président populaire, il a une légitimité, c'est un pays qui fonctionnait, qui était prospère, qui était autosuffisant, qui n'avait pas de dette, qui produisait à peu près ce qu'il consommait, qui consommait ce qu'il produisait, qui avait une modernisation. Bachar el-Assad, une popularité auprès de la jeunesse, des couches modernes de la société. Mais bon, il y avait des sujets de mécontentement comme partout, mais qui étaient dans la cible des Américains et du pouvoir atlantique. Alors on dit qu'il aurait réformé, pas réformé, mais c'est du baratin ça. Il aurait réformé ou pas réformé, il serait arrivé la même chose à la Syrie, qui est dans le collimateur au moins depuis les années 2000. On avait décidé que la Syrie et le Liban d'ailleurs qui forment une espèce de tout, devaient être déstabilisés et qu'ils devaient être déconstruits et coupés en petits morceaux. Pour le Liban, c'est déjà fait, alors bon, mais pour la Syrie, et jusqu'à présent, seulement, manque de chance, on sait ce qui est arrivé à Ben Ali, à Moubarak, Kadhafi. Ils ont tous dégagé, comme on dit. Je ne sais pas si c'est un triomphe pour leur population, ça c'est resté à prouver. Il y a eu des printemps dits arabes, enfin des printemps entre guillemets. Il y en a eu en Algérie, comme vous savez, un petit en dehors de la sale guerre, en janvier 2011. Il y en a eu un en Mauritanie, un mini printemps. Il y a eu au Maroc, vous savez, qui a été réglé comme on sait, avec un espèce de conseil, un gouvernement islamiste, un conseil royal. Oui. Il y a eu au Yémen, il y a eu, et puis en Syrie, donc il y a en Syrie à partir de mars 2011. Et puis peut-être mais avant il y avait eu le Soudan, la partition, c'est pas le hasard si la partition intervient en 2011, janvier 2011, la partition du Soudan. C'est le premier triomphe de la diplomatie américaine. L'Irak, la deuxième guerre d'Irak en 2002-2003. En 2003, on découvre le dossier irakien, le dossier nucléaire, on l'invente carrément. Bon, en 2003 jusqu'à 2015 quand même. Après avoir jeté l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran pour renverser la révolution islamique. Alors, je ne parle pas de l'Afghanistan, de tous ces feuilletons d'Irak et de Somalie, etc. Il y a 3 ou 4 Somalies, il y a 5 Libyes, et donc le rêve, c'est y compris il y a plein de déclarations, de partitions, plein de déclarations. Il y a des stratégies de partition qui sont mises en branle afin de détruire ces pays. Sur des bases ethniques et concessionnelles. Pour légitimer, ça permet de légitimer la présence d'un État juif en Israël. Et puis ça permet de détruire les pays. Et la stratégie du chaos fait qu'il est plus utile. C'est pas la peine de se fatiguer à maintenir la paix et la stabilité avec un régime favorable. Si les régimes sont favorables, les peuples ne le sont pas en général. Alors c'est pas la peine de se fatiguer. Donc pour le chaos, il suffit d'avoir quelques bases, quelques zones sécurisées avec des compagnies sécuritaires. Il n'y a pas de gouvernement, donc on peut faire ce qu'on veut avec le pétrole. Et on divise des micro-États qui vont être des zones de non-droit. Et donc comme ça, et puis les intérêts d'Israël. Et là, l'affaire est réglée. Mais il y a une convergence donc de vues, au moins à court terme, peut-être à moyen terme, entre les islamistes radicaux et le plan de l'impérialisme, enfin l'empire occidental, l'empire atlantique, pour détruire ce monde arabe musulman, notamment ces nations-États, les nations les plus modernes, qui ont une plus forte identité, qui résistent, qui sont laïques, républicaines, même comme l'Égypte de Moubarak. Enfin, c'est bon, c'est pas pourtant même ami de l'Amérique, mais c'est pas très très sérieux d'avoir l'Amérique pour partenaire. C'est pas fiable. Le roi du Maroc, par exemple, je sais pas, le Maroc. Moi, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais on sait ce qui se passe en ce moment. Il ne faut certainement pas souhaiter la déstabilisation du Maroc, parce qu'il y a eu assez de dégâts comme ça. Non, ça ne serait bon pour personne. Moi, je ne souhaite pas du tout de malheur au pays, ni au peuple, ni au... faut mettre fin à tout ce désordre, parce que c'est trop facile. Le monde arabe, il y a plein d'États qui ont déjà été dévastés, des pertes, mais par centaines de milliards, de l'argent volé, l'argent des Sankos, les 700 milliards ou 750 milliards de Kadhafi qui ont été volés sous forme de résolution des Nations Unies, qui ne reviendront jamais à la Libye. On disait l'argent de Kadhafi. Les centaines de milliers de morts. Il y a eu, je ne sais pas, une vingtaine de millions de réfugiés depuis 25 ans. C'est ça le résultat. Tous les pays arabes les plus musulmans sont tous menacés, disons instables, ils sont tétanisés. La Syrie a résisté. Au bout de 6 ans, manque de chance, Bachar el-Assad n'est pas parti en 3 jours, en 3 mois ou en 3 semaines. Il est toujours là au bout de 6 ans. Et il va rester. Il est populaire, il a une légitimité, il a des alliés solides, et il a une légitimité. Et si la Syrie, par bonheur, résiste, eh bien, ça permettra au mouvement national arabe de se maintenir. Si elle ne résistait pas, je pense que l'Algérie serait la cible suivante, de mon point de vue. Et là, je pense que l'Algérie, je ne veux pas du tout être le oiseau de malheur. Moi, je suis un esprit optimiste. Je ne crois pas du tout que je pense pas du tout que l'Algérie, elle est vigilante, elle est prévenue. Mais si on voit son environnement, c'est vrai qu'elle n'a pas intérêt à avoir tous les pays voisins sont déjà des foyers de tension. Vous savez, la Libye, c'est un pays voisin, parce qu'il y a une frontière. Oui. La Tunisie, c'est pas très sûr. Le Mali, la ceinture. Alors, ici, le Mali, le Niger, la Mauritanie. Il ne faut pas souhaiter que le Maroc soit déstabilisé, parce que l'Algérie, après, elle serait prise en tenaille, donc en étau. Ah oui, absolument. C'est
C'est un souhait qu'on partage tous. Ben, je comprends, je vous comprends. Merci beaucoup Michel Rimbaud d'avoir Je vous en accepté prie. notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi notre débat. À très bientôt.